Ravi de vous accueillir. Je suis presque aussi heureux, j'allais dire, qu'un Parisien voyant un camion de poubelle arriver dans sa rue. C'est dire. Bienvenue pour cette séquence sur laquelle on va parler réclamation client, le sujet le plus sexy qui soit dans l'univers de la relation client. Le titre de la conférence qui nous a été donné, j'ai envie de dire, tout est presque marqué dessus. C'est un peu comme le port salut, c'est-à-dire en gros la notion de la réclamation. Finalement, comment la mettre au service de l'ensemble de l'entreprise. Et puis là, je vais utiliser ma petite présentation, notre petite présentation derrière. Pour ça, j'ai amené une petite équipe d'adhérents. Donc vous aurez Julie qui parlera, si j'allais dire, du haut de sa montagne de la Compagnie des Alpes. Donc la Compagnie des Alpes, en quelques mots, c'est notamment des domaines skiables. Peut-être que vous connaissez à travers le parc Astérix notamment, mais là en l'occurrence, Julie représente les domaines skiables de la Compagnie des Alpes, avec une spécificité, c'est que son terrain de jeu, c'est notamment les études et le marketing. Et donc ça aura d'autant plus de sens avec le sujet qu'on abordera tout à l'heure. Jean-Robert, lui, si j'avais des jeux de mots à faire, il est chaud comme de la braise, parce que monsieur représente l'univers du chauffage. Si vous avez chaud chez vous, c'est un peu grâce à lui. Et Jean-Robert s'occupe de tout ce qui est SAV pour des marques que vous avez peut-être sur vos chauffe-eau, qui vous disent peut-être pas grand-chose, mais c'est le leader du sujet. Donc Jean-Robert, dans ses équipes, un peu plus de 400 personnes qui travaillent sur le SAV pour que vous n'ayez pas froid, en hiver notamment. Et puis quand ça marche mal et que vous tombez malade, voire très malade, vous finissez chez notre ami Frédéric Baletti, qui lui s'occupe notamment des compétences et de l'apprentissage dans une mutuelle qui s'appelle Malakoff Humanis, voilà, qui est un gros leader sur son marché. Et donc lui nous parlera tout à l'heure plutôt de la culture client et tout ça en lien avec la réclamation. Et là, donc, ma petite présentation qui va arriver d'une petite seconde à l'autre, avec un premier slide qui pourrait être juste avant, qui est celui-là. Un slide que vous avez probablement vu parce que je l'ai utilisé et on l'utilise, voire on en abuse. C'est la phrase de notre cher président. C'est à ce moment-là où je mets la main sur le cœur. Votre problème n'est pas celui qui réclame, celui qui ne réclame pas, c'est le passif flingueur. J'ai envie de dire, tout est dit. Et donc, dans cet univers des tontons flingueurs, pourquoi ? Puisqu'effectivement, un client qui réclame, et finalement un client qui vous donne encore la possibilité, finalement, d'être quelque part resatisfait pour doper derrière, effectivement, la performance financière. De savoir également où sont vos dysfonctionnements pour pouvoir améliorer, aller jusque dans l'innovation. Et puis également de pouvoir faire résonner cette voix du client dans l'entreprise afin de pouvoir la transformer, dans certains cas, aller sur des nouveaux business. Et donc, quand on parle de la réclamation, nous, notre fameux slogan, c'est le transformer le pépin en pépite. Et ce slogan, on pourrait dire qu'il commence à passer un petit peu le mur de certaines entreprises, voire qui perce certains plafonds de verre. Et l'année dernière, nous avons mené, et vous avez présenté une étude avec nos partenaires d'INIT sur une cartographie des services réclamation. Et au cours de cette étude, nous avions ce fameux chiffre donc, qui est extrêmement beau. Donc là, vous avez tous les tontons flingueurs à genoux devant et qui, effectivement, 70% des entreprises déclarent que la réclamation est une source d'opportunité. Et donc, on pourrait se dire que c'est gagné. Voilà. Maintenant, entre le dire, le penser et le faire, on est d'accord qu'il y a un petit peu un gap parce que souvent, quand on parle de réclamation, on peut toujours avoir cette phrase, le fameux « touche pas au Grisby », puisqu'effectivement, dès qu'on va demander à l'entreprise de mettre la main à la poche pour pouvoir investir, notamment dans ce sujet du management de la réclamation client, il y a encore quelques réticences sur le sujet. Et donc pour ça, ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement ce « alors que faire » et qui est finalement comment réussir peut-être à parler aux différentes entreprises, ou plutôt aux différentes entités qui composent nos entreprises, qui composent nos organisations. Et donc là, avec le petit panel que je vous ai présenté, on va essayer d'articuler finalement comment la réclamation peut être mise au service de la R&D, de l'innovation, en tout cas de l'amélioration à l'égard de la qualité. Donc en préparant, j'ai découvert, et je ne crois pas dire de bêtises, notamment Jean-Robert, tu avais sévi dans l'univers de l'innovation chez Atlantique auparavant, donc tu les connais, tu connais ces gens-là, tu sais leur parler, et donc tu parleras notamment de par cette expérience, comment t'aborder d'eux. Et puis ensuite, on verra notamment avec Julie la question comment peut-être arriver à séduire un DAF avec des vrais chiffres. Et puis ensuite, on finira avec notre ami Frédéric sur la partie culture client, ou comment réussir à faire effectivement infuser une culture qui soit, comme dirait notre ami Daniel Ray, orientée réclamation client. Voilà. Tout n'est pas dit, mais en tout cas, voilà un petit peu le plateau et le tableau. Et puis voilà, vous aurez 3 témoignages du coup successifs, 7-8 minutes, c'est à peu près le temps qu'on s'est donné. Et puis ensuite, on répondra à vos questions-réponses, si jamais, en tout cas vos questions, si vous en avez. Donc là, vous êtes peut-être familier, parce que certains ont déjà dû participer ce matin au talk, mais vous avez effectivement un numéro sur lequel vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre au plus grand nombre. Et si jamais on n'avait pas pu traiter vos questions, on vous invite à nous rejoindre sur le stand de la marque. C'est juste avant les toilettes à gauche. Voilà.
Maintenant qu'on y est, mon cher Jean-Robert, je te donne la sainte zapette. Il te suffit juste d'appuyer sur le bouton vert et pas le bouton rouge. Et puis ensuite, tout sera dit. Voilà. Très bien. Donc on va rester dans l'univers du film, vous avez reconnu Titanic. Je vais rappeler quand même rapidement ce que fait le groupe Atlantique. Donc moi je m'occupe de la science technique du groupe Atlantique. C'est un groupe qui a été fondé en 68 en Vendée. Et aujourd'hui il y a 12 000 collaborateurs, ça fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 2 milliards en France, une vingtaine de sites industriels. Et on est là pour amener du chauffage, de l'eau chaude, de la climatisation et de la ventilation dans les maisons, les hôpitaux, les immeubles, les écoles, les commerces. Voilà, donc on vend des produits, on conçoit, on fabrique et on vend des produits comme la chaudière, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, sèche-serviette, radiateur, climatisation et ventilation. Voilà. Vous en avez sûrement chez vous, c'est marque Atlantique, Thermor ou Sauter. Voilà. Alors, quand en fait les personnes qui mettent en œuvre nos produits, ce sont des installateurs, électriciens, plombiers, chauffagistes. Et eux, ce qu'ils attendent, quand on fait des enquêtes sur les attentes de ces personnes, avant tout, c'est de la fiabilité des produits. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, une fois que c'est posé et installé, ils y reviennent pour faire de la maintenance obligatoire si c'est nécessaire, mais ils ne veulent pas y revenir pour faire de la réparation ou autre chose. Donc c'est la fiabilité avant tout. Et puis nous aussi, tous en tant qu'utilisateurs de ces produits-là, on se dit, notre chaudière, ce n'est pas ce qu'on présente à nos amis quand ils viennent nous voir pour manger le samedi soir à la maison. On a envie de se dire, j'ai un truc qui m'amène de l'eau chaude, de l'air chaud, du frais s'il faut. Et surtout, j'aimerais ne pas avoir à m'en soucier. Donc me dire que j'ai du confort et que c'est fait dans un système économique rentable. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable, mais mes dépenses sont maîtrisées. Donc on a besoin, c'est ce que je mets ici, là, de produits fiables, faciles à installer, utiliser, qui durent longtemps. Et donc on se concentre aujourd'hui sur le sujet d'aujourd'hui, c'est la réclamation. Dans le groupe Atlantique, on va se concentrer sur la qualité des produits. Donc pour faire ça, je vous montre ici, ce sont des bancs d'essai. On va faire, chaque fois qu'il y a une réclamation sur un produit qui ne fonctionne pas, on va faire revenir à nos frais, soit la pièce défectueuse ou le produit défectueux. Et on va le mettre sur des bancs, on va essayer de reproduire le défaut, et on va caractériser ces défauts. C'est-à-dire que je dois rendre ensuite, enfin mes équipes rendent ensuite compte aux usines, services qualité et R&D, de compte rendu tous les mois, avec le type de défaut qu'on a eu, codifié, quantifié, afin que les actions d'amélioration de la qualité des produits soient les plus efficaces possibles. Donc ce que j'ai mis là, on croit ce qu'on voit. Donc ça, c'est une façon d'appréhender le sujet, c'est de tout comptabiliser et du coup d'agir sur les choses les plus essentielles. J'ai un problème avec ça, c'est pour ça que j'ai mis le Titanic aussi au début, c'est l'iceberg. Ou c'est une autre façon de dire ce que tu as dit tout à l'heure, Marie-Louis, si le pire, c'est celui qui ne dit rien. En fait, il y a une partie émergée que je connais très très bien dans la réclamation. C'est tous les gens qui me posent une question sur la qualité du produit ou qui me contactent pour une question de garantie. Il y a ceux qui m'appellent. Alors là, l'appel, ça commence à être un peu différent, parce qu'autant c'est caractérisé quand le produit revient, je le vois, je le teste et je l'expertise, et donc je sais en déduire les causes principales de défaut. Quand c'est des appels, on dit un appel sur une cause, c'est rien, 2, c'est beaucoup. Mais quand j'ai 100 appels sur un sujet, moi je vais voir la qualité, j'ai dit voilà, il faudrait qu'on améliore tel ou tel élément. Ils me disent oui, mais 100 appels, ça coûte combien? 100 appels fois 10 € l'appel, ça coûte à peu près 1 000 €. Oui, mais 1 000 €, la modif coûte 10 000, donc c'est pas rentable, donc on ne va pas le faire. Alors j'essaie de dire oui, mais moi je ne vous parle que la partie émergée. Il y a toute la partie immergée que je ne connais pas. Alors Thierry Spencer, que vous connaissez sans doute, parle du 26e client, c'est-à-dire que quand il y a 100 personnes insatisfaites, il n'y en a que 4 qui réclament, donc les 25 premières ne réclament pas, il faut faire attention à la 26e. Chez nous, je pensais un peu plus fort que ça, parce qu'on est sur des pannes parfois inquiétantes, voire angoissantes. Quand on n'a pas de chauffage et d'eau chaude en hiver, en général, on est obligé de dépanner. Voilà. Mais c'est peut-être quand même l'iceberg, le niveau de l'eau est peut-être à la moitié ou à 80% de la hauteur, je ne sais pas bien. Et donc l'idée, c'est de dire, mais comment je vais réussir à faire prendre des décisions à des gens, à des industriels qui doivent faire des modifications sur des produits, alors que je n'ai pas de chiffres. Ou si ce n'est quelques dizaines, quelques centaines d'appels sur un sujet. Alors, quand on lit des références sur l'excellence en qualité, ce qui est écrit en général, c'est qu'il faut être capable de prendre des décisions sur des intuitions. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi le bas de page qui dit « oui, mais je veux dépenser des choses qui sont rentables ». Donc, comment réussir à faire prendre des décisions sur des intuitions?
Alors, il y a une chose qui marche très très bien, c'est faire venir les gens de la R&D sur le terrain. Ça, c'est une première chose, pour qu'ils voient les choses. La deuxième que j'utilise, c'est d'essayer de montrer des images chocs. Voilà, j'ai indiqué la toucher autant aux tripes qu'à la tête. Ici, là, vous avez le cas d'un incendie. On a été convoqué par une compagnie d'assurance parce qu'il y a un incendie dans lequel il y avait un chauffe-eau qui potentiellement pouvait être mis en cause. Alors je vous rassure tout de suite, il y avait un chauffe-eau de marque Atlantique ou Thermor, on n'a jamais été mis en cause pour un incendie. En tout cas, pas le produit. Parfois, la façon dont il est installé, en l'occurrence ici, c'était peut-être une machine à laver, un congélo qui était à côté, enfin ce genre de choses. Souvent, les incendies sont liés au fait que l'installateur électricien n'a pas assez serré les cosses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, tous les ans, vous devriez resserrer les cosses de vos tableaux électriques. Personne ne le fait, moi non plus. Voilà. Mais en fait, il y a un écruissage, je ne rentre pas tout dans le détail, de la matière métallique qui fait qu'à un moment, on peut créer des petits écarts, il peut y avoir des arcs électriques et ça peut prendre feu. Et dans certains cas, c'est des dizaines de cas, je vous rassure, hein, on vend des millions de chauffe-eau, dans dizaines de cas, ça peut donner ça. Et l'idée, c'est de dire, oui, mais comment moi, je vais essayer de rassurer les installateurs qui vont poser les produits et leur dire, si vous installez nos produits, en tout cas, vous n'allez pas, un, créer, si vous faites bien votre boulot, vous n'allez pas créer d'incendie avec le produit, et deux, si jamais il y en a un, il ne va pas augmenter le risque. Donc, on a décidé, sur la suite de ces analyses-là, des choses très concrètes. Aujourd'hui, sur tous nos produits, toutes les pièces plastiques sont ignifugées. C'est-à-dire que s'il y a un feu qui se déclare à côté, ce n'est pas la pièce plastique qui peut la transformer ailleurs, la transporter ailleurs. Vous mettez une flamme sur la pièce plastique, elle va fondre, elle ne transporte pas de flamme, ou elle ne crée pas de flamme. Deuxième chose, quand on va livrer un chauffe-eau avec un câble, dans certaines versions, ils sont livrés avec des câbles, pour éviter qu'il y ait les petits brins au bout là, qui ne soient pas bien installés et pas bien serrés, on va les livrer avec des cosses. Donc ce ne sont que des coûts pour nous. On ne sait pas concrètement ce que ça rapporte, mais on se dit que au moins ça rassurera celui qui l'installe, l'installateur ou parfois des particuliers quand on vend des produits en grande surface de bricolage. Donc ça c'est un premier cas, essayer de faire que, voilà, on marque avec les cas les plus extrêmes. Et puis deuxième chose, on a affaire donc avec une population d'installateurs qui aujourd'hui dans un mouvement de modification des produits, on a ce qu'on appelle la transition bas carbone qui touche l'Europe et la France en particulier. Par exemple, les chaudières sont progressivement interdites dans la construction neuve et doivent être remplacées par des pompes à chaleur. Ce sont des produits qui sont un peu plus techniques. Et la profession n'évolue pas toujours au même rythme, c'est-à-dire la compétence de la profession n'évolue pas toujours au même rythme. Donc on a parfois affaire à des installateurs qui ne sont pas suffisamment compétents. Je ne vais pas m'en plaindre, hein, ils achètent mes produits, donc je suis content. Mais quand je dis ça à la R&D, faites des produits les plus simples possibles. Ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Alors, j'ai parfois des photos de ce genre-là à leur montrer. Alors, ça, c'est une photo qu'on a prise. On fait de temps en temps de la visio-assistance avec des clients. Là, on était dans le cadre d'une visio-assistance, donc j'avais la main, enfin, pas moi personnellement, vous comprenez, mais j'avais la main sur la... Arrête de rire. Sur la caméra. Et on lui demande d'aller chercher un outil dans sa caisse à outils, donc il dépose son téléphone, et puis la caméra restait en train de fonctionner, et on voit ses collègues. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y en a deux qui emportent un troisième, on voit les pieds du troisième, et il est à travers la fenêtre en train d'essayer de réparer ce qu'on appelle une unité extérieure d'une climatisation. Vous voyez ce que c'est, les grands blocs avec les grandes hélices là, voilà, qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas à quel étage il est. En tout cas, la compétence, c'est peut-être un manque d'outils, peut-être une échelle, un baudrier pour descendre du toit pour le réparer. Mais si on ne voit pas ça, on ne le croit pas. Voilà, on ne peut pas croire que des situations comme ça existent. Or, ça existe. Et j'en veux pas à ces gens-là. À la limite, j'en veux à ceux qui les ont mis là, qui les ont payés 15 € de l'heure. Enfin, bon, il y a plein de situations qui font que ce genre de choses arrivent. Voilà, pour conclure, parce que je crois que mon temps est imparti, Marie-Louis. Pour gérer la réclamation, on se concentre donc sur la qualité des produits. On a une partie rationnelle de cette gestion, la partie émergée, où je peux comptabiliser des choses. Et pour la partie immergée, on essaye de marquer les esprits ou d'amener les gens qui décident sur le terrain pour qu'ils voient. Il y a d'autres façons de faire. Et je sais que Julie, elle, arrive à traduire certaines intuitions avec des chiffres. C'est ça, Julie. Exactement. Je te prends la zapette. Merci. Alors, on va quitter le monde des pompes à chaleur. Donc, on va partir du côté de la Compagnie des Alpes. Donc, la Compagnie des Alpes, gestionnaire de domaines skiables, entreprise du secteur des loisirs. Donc, on parle de vacances, on parle de tourisme et on parle de sport d'hiver. Notre métier, si je devais le résumer, c'est faire en sorte que nos clients vivent des moments qui soient exceptionnels et inoubliables. Et tout ça, on va le mesurer au travers de la satisfaction client
avec 93% de nos clients qui sont satisfaits. Donc c'est très bien, on est content. Pour être très transparente avec vous, en réalité, on scrute particulièrement les clients qui sont extrêmement enchantés, extrêmement satisfaits de leur séjour. Donc ceux qui repartent de chez nous, qui repartent de nos stations, en donnant une note à leur séjour de 9 sur 10 ou de 10 sur 10. Alors pourquoi on s'intéresse à ces clients en particulier ? Parce qu'on sait que ce sont ceux-là qui vont vraiment nous recommander beaucoup plus que les autres. Quand je dis beaucoup plus, c'est qu'ils nous recommandent 2 fois plus que les autres clients, qu'ils reviennent beaucoup plus chez nous. Donc un point qui est central vraiment dans notre stratégie. Cependant, aujourd'hui, je vous propose de considérer le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon comment on se situe, et de s'intéresser aux autres clients, aux 53% des autres clients, donc ceux qui vont quitter une station, repartir de leur séjour au ski, sans être extrêmement satisfaits. Alors parmi eux, il y a des personnes pour qui ça s'est vraiment bien passé quand même, qui vont avoir passé un bon séjour, qui vont nous noter le séjour 7 sur 10, 8 sur 10. Et puis il y aura des personnes un peu plus critiques qui auront peut-être évalué leur séjour, Jean-Claude Duss, qui aura peut-être évalué son séjour 5 sur 10. On peut supposer que parmi ces personnes, celles qui repartent sans être vraiment extrêmement satisfaites, il y en a qui, ou en tout cas une partie d'entre elles, qui ont vécu un problème au cours du séjour. En tout cas, tout ne s'est pas parfaitement passé. Alors peut-être que un client aura été coincé sur une remontée mécanique. Il y en a d'autres qui auront eu un problème avec leur matériel de location. On peut aussi avoir un client qui met 1 heure à récupérer ses clés lorsqu'il arrive le samedi, alors qu'il a déjà roulé 10 heures pour arriver à la Plagne, et qu'en plus, dans les derniers virages, il y a son dernier qui a vomi sur son grand frère. Voilà, peut-être que ça rappellera des souvenirs à certains. Et la question qu'on se pose, nous, c'est ces clients-là qui ont vécu quelque chose d'un peu particulier. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'à un moment donné, ils viennent nous en parler de ce problème ? Alors, quand je dis à nous, c'est à nous, professionnels de la station. Est-ce que non, ils n'en parlent pas plus que ça, mais ils ruminent vraiment parce que cette histoire de clé, ça les a quand même bien fâchés. Ou alors, est-ce qu'ils attendent un peu, mais que quelques semaines plus tard, finalement, en discutant avec leurs amis, ils vont complètement détruire la réputation de la station ? Ça, c'est une question qu'on se pose vraiment. Et projetez-vous aussi, vous, au quotidien, quand vous êtes au restaurant, par exemple, et que le serveur vous apporte un plat qui vous déçoit vraiment. Est-ce que vous lui dites au serveur, est-ce que vous lui en parlez ou pas ? Alors, parmi vous dans la salle, je pense qu'il y en a qui vont me dire, mais ah oui, moi tout de suite, je le signale, quand je ne suis pas content, je le dis. Et il y en a d'autres qui vont me dire, ah non, le pauvre serveur, en fait, il y est pour rien, quoi. Donc je ne le dis pas. Par contre, après coup, mes amis, je leur dis, non, dans ce resto, n'y va pas, ça ne vaut pas le coup. Et ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui est le pire ? Est-ce que le pire, c'est un client mécontent qui ne nous dit rien, ou un client mécontent qui râle auprès de nous, mais à qui nous, non, on ne répond pas, ça ne vaut pas le coup. Ou alors qui râle et à qui on répond, mais à qui on répond mal, sans considération, avec du dédain. Peut-être D, la réponse D. Ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est une autre question, la question sous-jacente, c'est de se dire, est-ce que traiter le mécontentement, est-ce que c'est vraiment rentable ? Alors pour y répondre, et de façon concrète, ce que l'on a fait à la Compagnie des Alpes, c'est, on s'est appuyé sur nos baromètres de satisfaction et on a ajouté 5 questions dans nos baromètres de satisfaction, qui sont très simples. C'est qu'on demande au client qui répond à nos enquêtes s'il a eu un problème au cours de son séjour. Auquel cas, on lui demande de décrire le problème. On lui demande également s'il a signalé ce problème à un professionnel de la destination. Si on lui a répondu, et dans ce cas-là, si on lui a répondu, est-ce qu'il est satisfait ou pas du traitement de sa réclamation ? Donc 5 questions que l'on ajoute à notre baromètre de satisfaction. À côté de ça, comme c'est dans un baromètre de satisfaction, on va aller voir quel est l'impact en fait de ce potentiel problème, de l'avoir traité plus ou moins bien. Donc on va considérer les notes de satisfaction et à nouveau la part de clients qui vont être extrêmement satisfaits de leur séjour. On va considérer le NPS et l'intention de revisite. L'intérêt de tout ça, c'est d'arriver à évaluer en euros quelque part sonnant et trébuchant
l'impact d'un bon traitement de la réclamation ou d'un mauvais traitement de la réclamation. Donc ce modèle-là, il a un nom, ça s'appelle le Complete Model. Donc il a été développé par Daniel Ray et William Sapadi. Alors au-delà de la théorie, je vais vous montrer des chiffres pour que ce soit vraiment concret. Si les slides veulent bien passer. Oui. Donc, alors des chiffres. On rentre dans le complaint model. Donc je vous l'ai dit, la première question que l'on pose aux clients, c'est est-ce que vous avez vécu un problème? Donc eux, fort heureusement quand même pour nous, il y a une majeure partie de nos clients qui n'ont pas vécu de problème. Mais pour avoir un étalon, je vous affiche les scores de satisfaction de ces clients-là qui n'ont pas de problème. Donc parmi eux, il y en a 52% qui sont extrêmement satisfaits vis-à-vis de leur séjour. Donc là, à nouveau, les notes extrêmes, hein, ce n'est pas les juste satisfaits, ce sont vraiment ceux qui évaluent leur séjour 9 sur 10 ou 10 sur 10. Donc c'est le chiffre que vous voyez s'afficher en vert. Pour ces clients-là qui n'ont pas eu de problème, on a un NPS de 56 et une intention de revenir dans la destination, donc de réacheter quelque part, qui est de 57%. Si j'affiche le segment d'après, on va se retrouver avec les personnes qui ont vécu un problème, qui ont vraiment le sentiment d'avoir vécu un problème au cours de leur séjour. Et donc, on leur demande si ce problème-là, ils l'ont signalé. Est-ce qu'ils ont finalement effectué une réclamation? Un chiffre qui nous interpelle énormément, c'est que vous voyez qu'il y a 53,9%, donc plus de la moitié de nos clients qui ont vécu, enfin parmi ceux qui ont vécu un problème, il y a plus de la moitié d'entre eux qui en fait ne nous en parlent pas, ne nous le signalent pas. Et quand on regarde, si on poursuit la ligne, les scores de satisfaction globale, de NPS et d'intention de revisite, on voit que les chiffres se réduisent beaucoup. Par exemple, on va perdre près de 20 points entre une personne qui n'a pas eu de problème et une personne qui a vécu un problème au cours de son séjour, mais qui ne nous en aura pas parlé. Si je poursuis, je vous affiche d'autres segments. On va se retrouver cette fois-ci sur le cas de personnes qui ont eu un problème, qui cette fois-ci nous l'ont signalé, mais qui n'ont pas obtenu de réponse. Et là aussi, on est un petit peu effrayé parce qu'on réalise qu'en fait, quand les personnes font l'effort de signaler ce qui ne va pas, ce qui n'est déjà pas le cas de tout le monde, nous, en face, dans la moitié des cas, en fait, on n'a pas répondu. Donc, on n'est pas forcément très à l'aise avec ces chiffres quand on les reçoit, ou en tout cas, ça nous interpelle et on se dit que vraiment, il faut réagir. D'autant que, sans commenter tous les chiffres, on constate que les scores de satisfaction de ces clients-là sont beaucoup moins importants que ceux des clients qui n'ont pas de problème. Le NPS chute et l'intention de revisite chute également. Si on poursuit sur le complaint model, on va se retrouver avec les personnes qui ont eu un problème, qui ont réclamé, à qui on a répondu cette fois-ci. Et là, on va chercher à évaluer finalement leur satisfaction vis-à-vis du traitement de la réclamation. Est-ce que nous, on a bien, plus ou moins bien géré le traitement de la réclamation et est-ce que ces personnes-là sont satisfaites? Donc on va distinguer des personnes qui sont très insatisfaites du traitement de la réclamation, qui vont l'évaluer en donnant une note de 1 à 4 sur 10, et puis des personnes moyennement satisfaites, plutôt satisfaites ou très satisfaites. Et là encore, on peut afficher à chaque fois les scores de satisfaction globale, de NPS et d'intention de revisite. Il y a beaucoup de chiffres. Je voulais souligner 2 points particuliers. C'est que si on se focalise sur les personnes qui, oui, nous disent qu'elles ont le sentiment d'avoir vécu un problème au cours de leur séjour, un premier enseignement, c'est que si ces personnes réclament et qu'on traite à minima de façon moyenne, que dans le traitement de la réclamation, on est à peu près correct, nous, en tant que professionnels, et que ces personnes sont moyennement satisfaites du traitement de la réclamation, plutôt satisfaites, voire très satisfaites, on se retrouvera toujours avec des scores de satisfaction globale, de NPS et une intention de revisite qui est meilleur que le cas de personnes qui n'ont pas eu de problème, enfin qui ont eu un problème, mais qui finalement n'auront pas émis de réclamation. Un autre point qui nous interpelle, c'est quand on se focalise sur les 2 extrêmes. Donc là, on considère la ligne du haut, ce sont les personnes qui nous disent qu'elles n'ont pas eu de problème au cours de leur séjour. Et la ligne tout en bas, ce sont les personnes qui ont eu un problème, qui l'ont signalé, à qui on a répondu et qui sont très satisfaites du traitement de la réclamation.
Ce qui est assez marquant et qui nous fait vraiment réagir, c'est qu'on se rend compte que la satisfaction de ces clients vis-à-vis de tout leur séjour, leur intention de revisite et leur NPS est bien supérieure à celles qui en fait n'ont pas eu de problème. Donc si on poussait un petit peu le trait, on pourrait presque se dire en fait il faudrait presque créer des problèmes, de faux problèmes, pour qu'on nous les signale, bien les traiter, et on aurait des clients qui repartiraient en étant encore plus satisfaits de leur expérience. Alors je vous rassure, hein, on n'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on recherche, mais en tout cas ça nous motive en se disant qu'il y a quelque chose à faire et il faut certainement favoriser l'expression de la réclamation et s'attacher à réellement bien la traiter. Pour boucler la boucle, puisque la question c'est un peu finalement, oui, on a tout intérêt à s'intéresser aux réclamations et à bien les traiter. Donc au-delà de score de satisfaction, de score de NPS, on essaie de le valoriser et de se dire, quand on parle de rentabilité, finalement on parle d'euros, qu'est-ce que ça donne? Alors je vous ai pris un scénario où on se dirait, on considère les personnes qui ont eu un problème et qui n'ont pas réclamé, et on se dit qu'il y a un quart de ces personnes qu'on veut transformer en clients qui ont émis une réclamation, à qui on a répondu, et qui sont plutôt satisfaits du traitement de cette réclamation. Donc on pourrait être plus ambitieux, mais c'est voilà, un premier cas qu'on pourrait traiter. On gagnerait 9 points d'intention de revisite si ce scénario, on arrivait vraiment à le mettre en place, ce qui représente pour nos domaines skiables un potentiel de près d'1 million d'euros. Alors pour arriver aux 1 million d'euros, je considère les paniers moyens de nos clients, et donc j'arrive vraiment à le valoriser en euros. Mais un domaine skiable, dans une expérience au ski, le ski, c'est une partie du séjour. Il y a aussi des restaurateurs, il y a des hôteliers. C'est pas le seul, le domaine skiable, c'est pas le seul acteur économique du séjour au ski. Donc ça représente un potentiel économique de près de 7 millions d'euros pour les territoires. Alors forcément, quand on partage ces chiffres, ça fait son petit effet. Et je peux vous dire que, voilà, on parlait de DAF, on parlait même on n'a pas parlé, mais de directeurs généraux. Quand on partage ces chiffres-là, ça les interpelle. Et par exemple, le directeur général de la Plagne chez nous ou des Menuires, les deux m'ont dit vraiment, au partage des résultats du complaint model, on a eu une révélation réellement. Et ça a permis d'enclencher quelque chose. Donc aujourd'hui, fort de ces chiffres, on est en train de franchir le pas, c'est-à-dire de considérer vraiment la réclamation comme un sujet, parce que, voilà, une partie de l'entreprise est convaincue qu'il faut la traiter, mais peut-être pour ceux qui n'arrivaient pas à mettre des moyens, on arrive à voir que, oui, quelque part, c'est rentable, et sur le plan économique, ça vaut le coup également de s'en occuper. Donc, on est en train de s'organiser, de se structurer pour vraiment capter les réclamations, inciter les clients à venir vers nous, à nous partager leurs problèmes, nous à s'organiser pour bien leur répondre. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une transformation à opérer, qu'il faut de nouvelles compétences. Il faut trouver des personnes qui soient à l'aise avec la gestion des réclamations. Et donc, ça suppose un petit peu une transformation au sein de l'entreprise. Et justement, ce sujet de la transformation, Frédéric, à côté de moi, va pouvoir développer et évoquer ce qui se passe chez Malakoff. Bonjour. Malakoff Humanis, groupe de protection sociale, 10 000 collègues qui travaillent tous les jours, être vos compagnons pour une protection sociale simple et responsable. Donc, comment je me suis retrouvé ici? Qu'est-ce que la RH vient faire là-dedans? Et en fait, on a toute notre place ici. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les collègues RH, ce sont quand même les gens qui s'occupent de toutes vos politiques de valorisation de manière générale. Ce sont les collègues qui vont recruter des bons talents, on espère en tout cas. On fait en sorte. Ce sont les collègues qui vont vous aider à construire vos parcours de formation, vos parcours de développement des apprentissages. Ce sont les collègues qui vont vous aider à travailler sur la santé au travail. Petit clin d'œil à l'absentéisme. Regardez le dernier baromètre, c'est intéressant. Ce sont des collègues aussi qui vont accompagner vos managers. Enfin, le RH, qui de mieux finalement que le RH pour avoir une vision transverse de ce qui se passe dans l'organisation et embarquer tout le monde. Ça, c'est le premier point. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez nous spécifiquement, finalement? L'année dernière, on s'est saisi du sujet de transformation culturelle, qui est un grand sujet en soi. On ne fait pas une transformation culturelle en 6 mois. C'est du boulot. Et qui de mieux que les RH pour faire une transformation culturelle?
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu travailler donc sur l'orientation client, l'orientation réclamation client, la culture client. Pour ce faire, nous avons construit des parcours que je ne vais pas vous décrire aujourd'hui, avec une approche innovante, originale, avec des impacts très intéressants, qui nous ont permis justement d'accompagner les collègues là-dedans et de partir de qu'est-ce que la culture client, c'est-à-dire l'impulsion stratégique, la connexion client et l'autonomie et la responsabilisation. Impulsion stratégique, on l'a eu dès le début parce que la direction générale a poussé le sujet. Et pour les deux autres points, nous allons y venir. Alors, quel était le premier élément? C'est pas compliqué. On part de la philosophie simple que l'entreprise se divise en deux catégories. Vous avez soit la version de Deming, soit la version de l'homme sans nom. Je vous laisse choisir. Donc, il y a celles et ceux qui servent les clients et celles et ceux qui aident celles et ceux qui servent les clients. Si vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre, il faut se questionner. Donc c'est à partir de cette philosophie-là qu'on a construit notre parcours et qu'on a mis en place tout ce qu'on avait fait. Qu'est-ce que ça met en lumière, ça? Ça met en lumière que l'entreprise est une chaîne de valeur. Il y a le client au bout et la pérennité de l'entreprise finalement. Ça veut dire que vous soyez à la direction des systèmes d'information, que vous soyez aux ressources humaines, que vous soyez à l'immobilier, aux services généraux, ce que vous faites a un impact sur le client au final. Le sujet, c'est que bien trop souvent, c'est trop éloigné du client, et on ne se rend même plus compte de l'impact qu'on a sur le client final. Vous voyez le truc? Et c'est vraiment en lien aussi avec ce sujet aussi de perte de sens au travail. Je pense que beaucoup de fonctions support se sont tellement éloignées du client qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont fonctions support. Donc on a un sujet. Donc on a construit ces parcours, et l'idée, c'était vraiment replacer le client dans les esprits de toutes et tous, où qu'on soit dans la chaîne de valeur. Que quelle que soit l'action que je prenne, j'ai une visibilité, une vision sur l'impact qu'il y aura au client à la fin. Et les réclamations, bien évidemment, ont un rôle clé à jouer là-dessus. Parce que de par les réclamations, on peut s'apercevoir d'où proviennent les faiblesses dans les maillons. C'est pas forcément le collègue au contact des clients, t'en parlais, avec la restauration. C'est pas forcément le collègue au contact des clients qui n'a pas pu bien servir le client. Peut-être que c'est un problème d'outils, peut-être que c'est un problème de compétences, peut-être que c'est un problème d'environnement de travail. Il n'y avait pas de chauffage, c'était la misère. Donc on doit s'interroger là-dessus. Donc on a créé ces parcours, on a eu des résultats assez dingues. Et je vais vous partager dans le temps qui nous est imparti 2 exemples qui pourraient paraître basiques, mais pourtant posez-vous la question de qui le fait vraiment ou qui l'a vécu en tant que client. Le premier exemple, c'est le sujet d'être au contact des clients. Vous allez me dire, ok Frédéric, rien de neuf. On a eu plein d'initiatives. Et oui, c'est important que je vous dise. En fait, ces initiatives que je vais vous présenter sont issues des parcours qu'on a menés. Sur le sujet de l'axe culture client, autonomie et responsabilisation, c'est ce qu'on a fait. On a dit, les gars, qui connaît mieux son travail que celui qui le fait? Vous agrémentez ça d'un peu de clients et vous avez des idées formidables qui arrivent. Donc on a eu beaucoup d'initiatives. L'initiative ici du contact du client, c'est celle que j'aime beaucoup. Ce sont nos développeurs qui sont sur l'espace client. Eh bien, ils ont mis en place un rituel, tout simplement ce qu'ils ne faisaient jamais avant. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient les études clients qui arrivaient, ils se faisaient engueuler par la voix du client, etc., ou encourager sur les trucs qui fonctionnaient bien. Là, ils ont mis un rituel en place, c'est qu'ils appellent toutes les semaines les détracteurs de l'espace client. Donc vous avez votre développeur informatique, vous avez son manager aussi qui est là, qui prend le téléphone, qui appelle les clients en disant « Tiens, j'ai vu que tu nous as mis une mauvaise note, est-ce que tu peux m'expliquer dans les détails pourquoi tu as fait ça ?» Et donc ils ritualisent. Et donc vous avez des gens du bac, qui sont des développeurs, des informaticiens, qui appellent les clients. Ça peut paraître complètement fou, mais qui l'a déjà vécu? Donc ça fonctionne bien et ça leur permet, eux, de rendre leur roadmap, leur feuille de route beaucoup plus fine, en fait. Parce qu'ils vont prioriser les actions d'amélioration de l'espace client en fonction de ce qu'ils auront capté des détracteurs en direct, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vont parler à tous les copains pour dire à quel point c'est génial d'appeler le client directement. Parce qu'ils ont des trucs en direct, ça les revalorise et ça redonne aussi du sens à leur boulot, parce qu'ils savent pourquoi ils ont fait cet espace. Parce qu'on est quand même groupe de protection sociale, donc ce sont les remboursements, etc., la retraite, ce sont des sujets qui sont quand même très importants pour vous. Donc c'est important de se reconnecter à ça. Donc la reconnexion client. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est plus du côté des RH. On a mis en place, on a revisité notre onboarding, que vous soyez en CDI, que vous soyez en CDD, que vous soyez alternant, vous avez une journée client.
une journée dédiée client. On réunit tout le monde et on parle de clients. Déjà, on explique qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. On écoute des entretiens téléphoniques, donc on écoute des conversations, des enregistrements quand ça se passe bien, pour montrer ce qui fonctionne bien. Et puis on demande aux collègues, tiens, mais qu'est-ce que d'après toi il a ressenti le client? Toi, tu as ressenti quoi? Tiens, profites-en pour nous raconter, tiens, le meilleur souvenir que tu as eu, toi. On leur fait écouter des enregistrements qui sont moins sympas, parce que parfois ça se passe moins bien. Et de la même manière, on leur dit, tiens, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu aurais pu ressentir toi? Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, etc. Donc en fait, on les fait vivre l'émotion du client. Donc on travaille l'empathie de cette manière-là. Ils ont des quiz, ils ont des jeux, ils ont des mises en situation. On a vraiment un moment dédié à ça et c'est important parce que finalement, leur premier jour chez nous est dédié aux clients. Ils arrivent chez nous, on parle client. Maintenant, je vous fais tous réfléchir à votre premier jour dans votre entreprise. Est-ce qu'on a parlé du client quand vous êtes arrivé? Ou est-ce qu'on vous a accueilli derrière un ordinateur avec des piles de papier parce que votre boîte mail n'était pas encore ouverte? Donc ça infuse tout de suite le truc. Et ce qui est marrant, c'est que ça a déclenché une vague où tout le monde se met à parler culture client, réclamation. La réclamation, c'est l'innovation. Transformer le pépin en pépite, vous l'entendrez dans les couloirs chez nous. Ça a vraiment lancé quelque chose de très intéressant. Des initiatives comme ça, on en a des dizaines. J'ai malheureusement pas le temps de tout raconter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redonner le flambeau à notre animateur préféré, Marie-Louis. Ce qui est très bien pour un délégué général, c'est de déléguer. Donc vous avez vu, j'ai pris que l'introduction, je vais prendre que la conclusion avant d'attaquer les questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Mais voilà ce qu'on voulait effectivement vous partager brièvement avant de passer aux questions-réponses. Une chose que j'ai pas faite au début, parce que le but c'est pas de faire l'article. Voilà, je représente avec nos petits camarades de la marque, qui est effectivement une association à but non lucratif qui s'appelle donc l'association pour le management de la réclamation, la marque. Et donc on organise effectivement différentes activités, différentes conventions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions sur ce point. Là, le but du jeu va être effectivement de basculer plutôt dans le temps de questions-réponses avec nos invités. On a du temps, on a une vingtaine de minutes, c'était notre parti pris, de vous laisser du temps. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur effectivement le téléphone qui s'affiche sur les côtés. Alors, au jeu des questions-réponses. Une question très pratique, comme ça c'est fait. Pour la Compagnie des Alpes, par quel canal gérez-vous les réclamations? C'est du multicanal, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Je sais pas si ça marche. Oui. C'est du multicanal. Oui. Justement, je vous le disais, en fait, on a aussi eu un peu nous une révélation, donc on va se structurer beaucoup plus. Aujourd'hui, les réclamations, elles arrivent alors soit par le biais des enquêtes clients, par exemple, il y a des verbatims et il y a une réclamation qui est formulée à travers une enquête client. Soit elles arrivent quelque part au comptoir, vraiment à l'accueil, voilà, par téléphone, sur des formulaires. Donc oui, du multicanal. Ok. Une question, alors peut-être Frédéric, si tu veux t'y coller en tant qu'RH. Comment emmener ses collaborateurs dans la résolution de problèmes clients? Je ne sais pas si... tu as quelque chose de particulier, Jean-Robert non, mais en leur donnant en fait, la possibilité de le faire. En fait, le truc, c'est qu'on a un vrai sujet, notamment en France, on a une culture du chef, faut se le dire. Laissez-leur, en fait, laissez-les oser faire des trucs. Bien évidemment, poser un cadre qui ne fasse pas non plus... mais ils savent ce qu'il faut faire déjà. Les collègues au contact des clients, et pas forcément au contact des clients, les collègues de manière générale, quand ils font leur boulot, ils savent ce qu'il faut faire. Donc si vous voulez qu'ils règlent les problèmes des clients, donnez-leur les moyens de régler les problèmes des clients, en fait, tout simplement. Ouais. Sur l'autonomie, voilà, il y a des choses aussi qui ont été faites en grande quantité chez Atlantique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi, ce qui ressortait de l'enquête de la Carto de l'année dernière. Il y a simplement 5% des entreprises sur le panel qui avait été... sur les 149 entreprises qui avaient répondu, simplement 5% d'entre elles mesuraient le ROI, justement, du management de la réclamation client. Donc n'hésitez pas à en profiter avec Julie. Et l'étude telle qu'elle a été menée au sein de la Compagnie des Alpes a été recoupée de la même manière, notamment avec nos amis de Decathlon et de Maïf, avec lesquels on a également mené et déployé ce pilote pour pouvoir évaluer le ROI de la réclamation client. Et on avait pu constater, notamment chez Decat, que le panier moyen des clients insatisfaits qui avaient exprimé leur réclamation et qui avaient une réponse dont ils avaient été satisfaits avait lui aussi très significativement augmenté, puisqu'on était à un panier moyen supérieur à 2 chiffres. Et concernant la Maïf, on était à un taux de radiation qui, dans les problèmes liés entre guillemets à l'avant-vente, tombait sur un taux dit de radiation, ça parlera aux assureurs, qui chutait à 0.
Dans les autres questions qui sont posées, alors pour Julie, alors quel est le taux de retour de vos enquêtes? Et peut-être du coup la question c'est comment peut-être vous Alors, stimuler un déjà, retour donc, important, je crois. nos enquêtes, elles sont effectuées par mail à l'issue du séjour. Et on a des taux de retour autour de 15% des personnes qu'on sollicite. Ok, alors pour Malakoff, alors au hasard, hop, bah non, parce que du coup ça bouge. En fait, il y a tellement de questions, je suis désolé que j'arrive pas à les afficher. Alors, ni même, j'ai pas le temps de les. Alors, par exemple, pour Malakoff, comment est mesurée et pilotée cette transformation vers la culture client? Bonne question, la question à 10 000 $. Ouais, c'est ça. Nous avons travaillé avec un partenaire avec qui nous sommes en capacité de mesurer le degré d'orientation spontanée et le degré d'orientation réfléchie. Donc finalement, on a mesuré ce degré d'orientation client en début de parcours pour avoir le début, quoi. On a fait les parcours et on a mesuré à la fin et on a regardé les écarts. Et les écarts sont là et après on a corrélé avec le NPS. Ok. Une question très pratique également de savoir comment vous gérez-vous les réclamations sur les réseaux sociaux? Par exemple, ou Jean-Robert, je ne sais pas s'il y a une gestion particulière sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses visuelles qui permettent aussi d'être relayées. Le poids des mots, le choc des photos. Chez nous, c'est un peu particulier parce que les consommateurs finaux, en fait, c'est pas nos clients directs. Malgré tout, on a eu c'était il y a 3 ans, quelques remarques très négatives sur Trustpilot. D'accord. Et ça nous a embêtés parce qu'en fait, ça ne nous semblait pas représenter ce que les installateurs nous disaient. On a aujourd'hui dans un cas de satisfaction 98,5% des installateurs qui disent qu'ils sont satisfaits de la fiabilité des produits, le sujet dont je parlais tout à l'heure. Et sur Trustpilot, on avait 80% de gens insatisfaits, on avait une note de 1,8 sur 5. Et donc ça nous touchait, nous, là, au trip. On a envie de répondre, on ne savait pas quoi faire. Bon, j'ai contacté quelques pépites en termes de service client en France, la Maïf, Yves Rocher, Nespresso, Decathlon, qui ont bien voulu passer 1 heure chacun avec moi pour me raconter comment ils géraient ça. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, alors je ne sais pas s'il y a des représentants de Trustpilot ici, mais peu importe. Il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas d'obligation de vérification de l'utilisation du produit, donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi. On a réussi en faisant une petite campagne en disant tous les gens qui nous appelaient des consos, parce que j'ai quelques services consommateurs aussi dans le cadre de la gestion de l'assistance technique, mettez des notes quand les gens étaient contents. On est remonté en 2 mois une note de 3,3. Et puis on s'est dit, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut faire, ça ne nous intéresse pas. Dans les compagnies d'assurance, ils ont ou chez Yves Rocher aussi, je crois qu'ils essaient de faire que les remarques des consommateurs arrivent soit sur leur site, soit sur des sites de services spécialisés, de l'assurance ou d'autres choses. Ou alors on peut passer par avis vérifié où là on est sûr qu'il y a bien eu un acte d'achat. Voilà. Nous en tout cas dans ce cas-là, je ne sais pas si je réponds à la question, parce que je suis parti là sur autre chose. Non, mais je crois que tu es dans la question. Ouais, d'accord. Je continue. Donc on a décidé de ne pas le traiter. Voilà, je sais pas, en général, c'est pas ce qu'on répond, on dit plutôt si je veux tout traiter. Ça, c'était une réclamation que je ne veux pas prendre en compte parce que je pense qu'elle est fausse. Donc ça arrive qu'il y ait des réclamations qui soient fausses. Voilà. Enfin, j'ai pas de preuve qu'elles soient justes, en fait, c'est ça surtout. Ok, merci pour la franchise. Julie, une question. Pour mettre en place le complaint model, vous avez ajouté les questions liées au complaint model. La question a disparu. Désolé. Pour mettre en place le complaint model, vous avez ajouté les questions liées au complaint model sur des enquêtes existantes. Vous lancez une enquête ad hoc. Alors, on s'est vraiment appuyé sur un baromètre existant, ce qui nous permet d'aller au bout de l'exercice que je vous ai présenté, c'est-à-dire de vraiment relier la problématique. J'ai eu un problème, est-ce que j'ai réclamé, à qu'est-ce que ça va coûter en termes de NPS, de satisfaction globale. Donc, ça s'appuie vraiment sur l'existant. Ok. Alors, une question, parce qu'on va toutes les prendre, on ne va pas trier. Pour la Compagnie des Alpes, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, en tout cas pour les 3. Voilà, quid effectivement dans l'expérience client pour les clients sourds et malentendants? Est-ce qu'il y a effectivement un service? Il y a sans aucun doute des acteurs sur le salon, par exemple, c'est le cas de Soundline, c'est le cas de Roger Voice, c'est le cas d'autres, de DAFI également. Est-ce que c'est Frédéric aussi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez En fait, c'est le pouvoir de l'omnicanal, du multicanal également. Enfin, tu vois, donc en fonction finalement en fonction des contraintes rencontrées, ils peuvent passer par les espaces clients ou passer par le téléphone ou passer par le physique. Donc finalement, le choix du canal permet de combler ça. Okay. Et en plus, nous, on a une attention toute particulière parce que c'est dans notre ADN tout ça. Donc on a une attention toute particulière envers ces clients. Okay.
Oui, nous, on démarre à le faire. Il n'y a pas d'obligation pour un fabricant comme nous qui vendons à des professionnels, mais en fait, on est en train de le développer avec un partenaire qu'on a rencontré d'ailleurs ici l'année dernière sur le salon, qui fait, je ne sais pas si c'est le bon mot, excusez-moi, de la traduction. Ouais. Pour les personnes qui vont nous appeler, on passe par une solution visio et des gens qui sont là pour traduire avec le langage des signes si nécessaire. Voilà, on est en train de le mettre en place. Ok. Jean-Robert, pour Jean-Robert, comment aller chercher la satisfaction chez les clients professionnels non digitalisés? Alors, en fait, aujourd'hui, le canal principal avec lequel ils expriment leur réclamation, c'est le téléphone. Parce que, en fait, c'est plus rapide. D'abord, ce sont des clients récurrents, donc le téléphone ne les gêne pas. On voit dans les jeunes générations que parfois on préfère la partie digitale parce qu'on est un peu protégé par un écran ou pour plein d'autres raisons que des sociologues expliqueront mieux que moi. Dans le cas de l'installateur, où il est devant une panne et une urgence, il faut qu'il réponde tout de suite. Il a parfois le client final à côté de lui. Et donc, il veut pas perdre la face. Alors, parfois même, il va sortir votre maison pour passer le coup de fil au fabricant. Mais le canal principal, c'est le téléphone. Le digital, en fait, va être trop long pour la rapidité avec laquelle il doit résoudre son problème. Ok. Du coup, une question peut-être plus pour Julie. Alors, elle bascule. Comment recentraliser toutes ces demandes pour avoir des indicateurs impactants à présenter à ses chefs? Je pense qu'il y a deux sujets dans la question. Les indicateurs à présenter à ses chefs, quelque part, par le calcul du complete model, on fait toute la démonstration. Et je vous dis, maintenant, aujourd'hui, c'est presque moi qui ne vais pas assez vite pour mettre en place toute la politique de gestion des réclamations. Et la deuxième partie, c'est, on parlait du multicanal pour arriver à bien capter l'ensemble des réclamations, peu importe la façon dont elles sont émises, et avoir quelque chose de centralisé, de plus facilement exploitable. Donc, ce qu'on est en train de mettre en œuvre chez nous. Ok. Question très pratique pour Frédéric. Alors du coup, comment collecter le consentement d'un client insatisfait pour être contacté par un développeur? Est-ce via le baromètre ou via un appel service client? Il y a la Legacy qui te regarde, non? Le téléphone. En fait, ils prennent le téléphone. Ils prennent le téléphone et ils ont vraiment ritualisé le truc. C'est super sympa. La dernière fois que j'ai vu, on en avait vu avec Mathieu d'ailleurs, c'était genre tous les mercredis après-midi pendant 2 heures. Il y a toute l'équipe qui prenait le téléphone. Il y a la voix du client qui renvoyait les contacts des clients insatisfaits et ils appelaient. Après, ils bricolent. S'il n'y a pas de numéro, ils ont le mail, donc ils envoient un mail, ils disent qu'on peut vous contacter. De toute façon, ils tentent le coup. Et ça rejoint un peu le complaint model en quelque sorte aussi. Parce que juste le fait de porter une attention particulière à quelqu'un qui n'a pas été satisfait, vous gagnez déjà des points. Donc pas de difficulté particulière, on décroche. Ok. Alors du coup, cette fois, c'est une question toujours pour Frédéric. Question suite à cette transformation. Avez-vous créé des comités dédiés à chaque parcours pour analyser les irritants, réclats et les traiter? Des comités pour des comités, un peu de comités. On adore les comités. Théodule. Pour analyser les raisons. Déjà, ça existe déjà, l'analyse de nos parcours. Donc, la mise en place de cette transformation culturelle n'a pas impacté la manière dont on analyse les parcours. Par contre, elle a impacté la manière dont les gens spontanément placent le client dans leurs actions. C'est juste ça. Combien, et en plus c'est très français, parce que français on a une culture de l'expertise en plus. Passer une culture de l'expérience, pour nous c'est un vrai 180 degrés, nous français. On aime bien faire des belles machines, mais on n'est pas sûr que les gens les utilisent. Donc déjà, réussir à placer le client dans l'esprit des gens qui pensent les services et les produits, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, nos réunions projets, quand elles commencent par ouais mais le client il est où là-dedans quoi. Tu vois. Et puis, il y a d'ailleurs, ça rejoint d'autres initiatives. Ils mettent en place, certains ont mis en place des rituels. Ils vont dire, raconte, le meilleur moment, ça fait très KPM. Le meilleur moment que tu as vécu avec un client ces 12 derniers mois, ils le font. Ils le font en début de réunion, ils se mettent dans la place du client, ils disent, tiens, moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Juste le fait de se remettre dans la peau du client, ça leur permet d'avoir un mindset client pendant qu'ils lancent le projet. Il y a plusieurs techniques qui permettent de faire ça, mais par contre, sur l'analyse des parcours verbatim réclamation, c'est naturel aujourd'hui. Ok. Une question peut-être pour Julie justement sur comment peut-on agir sur un élément de la réclamation à répétition dont nous n'avons pas la main ni la possibilité de changer. J'imagine que justement dans les stations, comme tu l'évoquais, il y a énormément d'interlocuteurs qui peuvent être sur la restauration, qui peuvent être sur des choses de parking, le logement. Comment la Compagnie des Alpes
peut justement accompagner ces acteurs qui concourent à l'expérience client finalement en station à bouger les lignes, sachant que au mieux vous êtes partenaire, mais il n'y a pas de lien de subordination dans l'expérience. Oui, on est tous concernés par le même client, par les mêmes clients. On a intérêt à tous agir ensemble, mais il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous, si ce n'est l'intérêt collectif. Donc comment on peut essayer d'emmener l'ensemble des acteurs? C'est en partageant, en mettant par exemple les résultats du Complete Model ou nos enquêtes globalement, que l'on va financer nous, Compagnie des Alpes, on les met à disposition de l'ensemble des acteurs sur le territoire, par exemple. Donc ça va être beaucoup de partage, beaucoup de pédagogie pour inciter finalement l'ensemble des acteurs qui agissent sur la chaîne de valeur à agir de façon concertée, dans le bon sens et dans le sens du client notamment. Et puis après, il y a une autre partie qui peut être aussi, finalement, même si c'est chez nous par exemple, il y a certains points qu'on ne peut pas forcément transformer comme c'est écrit dans la question, peut-être parce qu'il y a une contrainte en montagne géographique, de température, enfin voilà. Alors là, dans ce cas-là, c'est tout simplement d'expliquer au client finalement quelle est la contrainte. On ne pourra peut-être pas répondre à son problème réellement, mais on peut au moins lui expliquer, recevoir, accueillir sa réclamation et lui expliquer. Une question peut-être assurément pour Jean-Robert, qui je pense va dans ce sens. Pour Jean-Robert, les revendeurs récoltent les potentielles remarques concernant vos produits. Comment les récoltez-vous et les traitez-vous? En fait, les revendeurs, c'est ça, on passe par un réseau de distribution pour vendre nos produits, donc les distributeurs vendent aux installateurs. Mais en général, pour traiter la garantie ou une demande technique, on va essayer de faire que l'installateur nous contacte directement. Certains distributeurs veulent garder à leur charge ça. On n'a pas, dans ce cas-là, sauf s'ils nous contactent eux directement. On n'a pas une action proactive pour chercher de l'information chez eux. Et en général, la grande partie distributeurs, la gestion de la garantie, par exemple, c'est quelque chose qui va les embêter. Donc on dit, demandez à l'installateur de nous contacter nous directement. On a mis en place des process qu'on est les seuls à faire en France, où on va, à la suite d'un diagnostic au téléphone, livrer la pièce nécessaire au dépannage gratuitement, sans formalité administrative. Et en fait, on va beaucoup plus vite. Finalement, ça coûte moins cher, même si on se trompe de temps en temps en livrant une pièce qu'on n'aurait pas dû parce que finalement, il n'y avait pas de panne. Mais en fait, on traite directement. Donc, sur les revendeurs, en fait, à part quand ils nous contactent, où là, ça rentre dans la CRM, c'est-à-dire que j'ai expliqué tout à l'heure, la partie émergée, c'était les retours des produits et également l'analyse des appels. Donc, pour la partie distribution, ça va rentrer dans l'analyse des appels. Voilà. Une question pour notre ami Malakoff. Comment avez-vous impulsé le changement vers la culture client dans l'entreprise? Avez-vous fait appel, dans un premier temps, à un accompagnement externe? Au-delà de l'accompagnement, quel a pu être le kick-off, le fait marquant ou le symbole? Mon directeur général, adjoint, Quand Dieu veut. Olivier Ruttard, je le cite. Donc déjà, c'était impulsé par en haut et ça facilite bien des choses dans les organisations comme les nôtres que ce soit impulsé du haut, faut se dire les choses. Après, on s'est posé. Parce que le sujet de la transformation culturelle est un sujet, c'est un peu, tout le monde cherche la martingale là-dessus. Comment on transforme, pourquoi au bout de 2 ans, j'ai pas ce qu'il faut, etc. Donc il y a quand même une prise de recul à avoir. Après, on s'est questionné sur la manière dont on peut qu'on peut lancer une transformation. Et d'habitude, je sors toujours assez la citation d'Einstein, là, toujours faire la même chose et penser avoir un résultat différent, la définition de la folie. Donc on s'est dit tiens, on voit que les formations classiques de toute façon ne changent pas les attitudes et les comportements, donc on s'est dit s'il faut faire une transformation culturelle, il faut passer par autre chose. Les formations baguettes magiques, personnellement j'y crois pas. Par contre l'accompagnement et l'apprentissage tout au long du temps, il se passe quelque chose. Donc on a posé les premières bases là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est pour lancer... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit au début. Pour lancer la transformation, on a utilisé encore notre casquette RH. On est passé par un accord. On a signé un accord à l'unanimité avec l'ensemble des partenaires sociaux autour de la valorisation des métiers de la relation client dans lequel on a intégré les parcours. Donc déjà là, vous embarquez aussi le corps social et les partenaires sociaux, ce qui est important quand vous déclenchez un mouvement. Ce qui fait que c'est important d'avoir un RH à portée de bras. Et après, est-ce qu'on a fait appel à un accompagnement externe? Oui, tout à fait. Trouver on va dire, un prestataire externe qui a cette philosophie de transformation des attitudes sur du moyen-long terme, ça a été une longue recherche, mais on a trouvé plusieurs partenaires, et je peux les citer. On a travaillé avec Grenoble École de Management, on a travaillé avec le COS, et on a travaillé avec la marque.
Well done. En quelques mots, que signifie réclamation pour vous? Est-ce qu'il y a peut-être une définition maison? Alors tout le monde n'en a pas forcément, mais est-ce qu'il y a une définition qui a été... parce que souvent d'ailleurs c'est quelque chose qui est un des fondements en tout cas des démarches culturelles orientées récla, c'est de s'accorder à ce qu'est une définition de la réclamation. Et j'ai envie de dire heureuses les entreprises qui n'ont pas de définition, parce que du coup c'est l'occasion ou jamais de réunir autour de la table toutes les parties prenantes qui concourent à l'expérience client pour pouvoir définir ensemble et s'accorder sur ce qu'est effectivement une réclamation. Et c'est là où on se rend compte qu'on soit à la qualité, qu'on soit à la relation client, qu'on soit en back ou qu'on soit en front, on a autant de définitions pratiquement que de bonhommes et on arrive rapidement à 40 nuances degrés. Mais du coup, quelle est la définition, par exemple, chez Malakoff? Alors, au-delà peut-être de la définition ACPR, s'il y en a une. Ouais, de toute façon, on s'aligne à la CPR. On s'aligne à la CPR. Après, la CPR, la traduction, peut-être, c'est l'autorité qui gouverne plus ou moins les pratiques de l'assurance cédant. Après, ce qui est marrant, c'est que justement, quand ils ont eu cette réflexion, ce questionnement, cet auto-questionnement autour de la place du client dans leur quotidien, les collègues ont enrichi cette définition. C'est-à-dire qu'un collègue au contact de client qui a un client mécontent au téléphone, certains vont le verbaliser comme une forme de réclamation. Tu vois. Donc là, on n'est plus dans la définition stricte qu'on respecte, hein, d'accord ? Mais c'est rigolo, c'est que finalement, ça fait écho à ce que tu viens de dire. Ça a créé des définitions un peu plurielles basées sur la réglementaire, mais je trouve ça bien parce que ça questionne vraiment les collègues du tiens, qu'est-ce qu'une réclamation? Et j'ai quand même aujourd'hui des conseillers relations clients qui parlent du complaint model. Hein. Donc ils disent tiens, le client est mécontent, si j'apporte déjà si je réponds et si j'apporte la bonne réponse, il va sortir encore plus enchanté qu'on avait prévu à la base. Donc finalement, ça m'arrange qui le définissent de leur propre manière et qu'ils agissent comme ça. On parle justement de culture client, la définition et concours. Chez Atlantique, justement, comment on accompagne, un peu à l'image de la Compagnie des Alpes tout à l'heure, l'ensemble des partenaires, prestataires qui vont justement représenter, agir pour le compte d'Atlantique. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques tournées sur la culture client, l'orientation réclamation, sensibilisation? Là, tu parles des personnes dans les équipes, par exemple, dont je m'occupe, l'assistance technique. Oui, ou des tiers qui vont opérer en votre compte, mais qui ne sont pas Atlantique propre. Alors, pour ceux qui sont au contact direct, c'est facile parce que c'est la vie. C'est facile, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de RH, on l'a bien noté. Non, mais qu'on recrute aussi des gens sur leur capacité d'empathie, donc ils vont ressentir ce qui se passe à l'autre bout du fil. Et quand il y a des cas de détresse, ça arrive, ils le ressentent. Donc on est forcément amené à trouver la bonne solution pour les gens qui nous contactent. Après, l'idée, c'est comment moi je fais agir dans l'entreprise des services qualité ou R&D, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Donc là, la qualité R&D, j'ai dit, il y a des aspects rationnels, puis des aspects intuitifs. Il y a aussi le fait d'essayer d'aider la R&D qui a envie, mais qui ne sait pas comment faire pour aller sur le terrain et passer des journées avec des installateurs, par exemple. C'est leur montrer des photos telles que j'ai pu les voir. On dit ça souvent, hein, une image égale 10 000 mots, mais sincèrement, aujourd'hui, on a des moyens extrêmement puissants de pouvoir transmettre des photos ou des vidéos. Et c'est aussi assez facile d'amener les gens sur le terrain, mais en fait, souvent, on ne fait pas l'effort. Et une journée passée sur le terrain, on apprend des centaines de choses, même ceux qui sont en contact directement avec les clients. Donc, on développe, nous, dans les équipes, des vies ma vie. On fait que chaque personne, à minima, alors j'aimerais qu'on en fasse plus, mais à minima, passe au moins une journée tous les 4 ans sur le terrain. Certaines équipes font une par an, voilà, et vont vivre la vie du client pendant une journée. Et ça, c'est extrêmement riche. Ok, merci. Il nous reste 1 minute 30. Du coup, vous avez la question que je ne vous ai pas demandé de préparer. Côté RH, et puis ça sera pour vous, DAF et Inno. S'il y avait une astuce pour demain, un acteur qui voudrait draguer son RH sur les sujets de la récla, ça serait quoi, spontanément? Je pense que juste de fait de les embarquer dans l'aventure en disant viens, tu vas m'aider à développer le business, ou tu vas m'aider à prendre soin des clients, ou deviens mon partenaire, fera déjà plaisir au RH. C'est-à-dire de le sortir de l'image que vous avez du champion administratif derrière son bureau qui gère les absences et les plannings. Et est-ce que tu as bien fait tes entretiens annuels, s'il te plaît, parce que la clôture, là, c'est dans 2 semaines. De les embarquer sur des projets constructifs leur fera du bien. Merci. Côté Inno, R&D, qualité. Tu me prends au piège. Oui, je ne sais pas si ça va être intelligent ce que je vais dire, mais il y a un sujet qui va toucher la RH, l'absentéisme. Ouais. Et je pense qu'il y a un lien entre l'absentéisme et le sens qu'on donne au travail. Donc le sens, s'il y a du client au bout, c'est assez évident. Donc finalement, je m'en sors comme ça, c'est bien. Non, tu t'en sors très bien. Voilà. La question donc, était comment draguer la personne client. de la R&D et de l'Inno. Voilà, lui dire si tu donnes du sens client, il y aura moins d'absentéisme. Ouais. Voilà.
Du coup, Julie, à l'égard d'un DAF, l'accroche ou l'approche, justement, pour le sensibiliser au sujet de la réclame. Oui, alors voilà, c'est réponse un peu toute faite, mais c'est convaincre par la preuve. Et c'est vrai qu'avec la mise en place du complete model, on apporte cette preuve. Et à côté de ça, il y a aussi finalement mettre plus à disposition la parole des clients, les feedbacks positifs comme négatifs, par voilà, différents. Par exemple, en ce moment, on enregistre des petites minutes qui sont diffusées de temps à autre pour que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise puissent avoir accès à des verbatim clients sans effort à fournir, par exemple. Top. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour d'avoir écouté, pour votre patience. Voilà. Pour ceux qui voudraient des informations, je vous l'ai dit, on est sur un stand à côté des toilettes, à Marc, il y a des petits ballons, il y a des choses comme ça. Et puis du coup, on vous souhaite une bonne visite dans les allées du salon. Au revoir.